Alors, et si on parlait des réseaux sociaux en détail? Ok, on a vu jusqu'à présent le système, je dirais, idéologique, à quoi nous faisions face, quelles étaient finalement un peu les œuvres de la chair qui étaient encouragées sur les réseaux sociaux, quels étaient donc les concepts qui allaient nous pousser aussi, nous, à être sensible aux différents comportements sur les réseaux sociaux, pardon, comme l'émulation, comme l'accommodation. Ok? Et d'ailleurs, on avait fait le lien entre l'accommodation et le fait que dans un des psaumes, David disait, je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux, en sachant que ce à quoi on est en contact aura une influence sur nous. C'est la raison pour laquelle on doit choisir ou décider de ne pas regarder des choses mauvaises, parce que lorsqu'on est en contact avec des choses mauvaises, elles risquent d'avoir et elles auront un impact sur nos vies. D'ailleurs, c'est très simple de faire cette analogie ou de prouver ça. C'est lorsque vous étiez beaucoup plus jeune, qu'il y avait une scène, je sais pas moi, d'amour dans les films, ben, il y avait un peu ce sentiment de, ok, je suis choqué, je regarde pas ou je trouve ça dégueulasse. Et au fur et à mesure que vous voyez ce genre de choses, ben, ça vous choquait de moins en moins. Et c'est tout simplement ça. À force de voir des choses sur les réseaux sociaux, des comportements sur les réseaux sociaux, ben, ça vous choquera de moins en moins. Là maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va discuter des fonctionnements des réseaux sociaux. Quel sera l'impact des réseaux sociaux sur nos corps? Comment ils travaillent avec notre cerveau? Quel est l'impact des réseaux sociaux sur notre cerveau? On va voir comment un peu le cerveau fonctionne. Et puis on va voir les réseaux sociaux en long et en large. Ok? Let's go! Alors, alors. Voilà notre cher cerveau. Ok, avec trois parties, le néocortex, le cerveau limbique et le cerveau reptilien. Ok. Alors, qu'est-ce que on va pouvoir dire par rapport à ça? Ben, tout simplement que le système limbique, ok, ça sera donc votre néocortex et votre cerveau limbique. Ok, donc ça c'est un peu ce qui va être euh, un filtre entre ce que vous vivez extérieurement et votre manière de penser. Ok, c'est ça qui va donner la tonalité, la direction, le sens à votre pensée en fait. Ok, c'est vraiment un filtre hormonal. Vous recevez des informations par le toucher, etc., 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 et tout va être canalisé ou analysé, filtré par le néocortex et le cerveau limbique qui forment le système limbique. Ok. Et ce qu'on voit en fait, c'est que la biochimie a un impact sur votre manière de penser. Pourquoi? Parce que vu que ce système limbique-là va filtrer les informations qu'il reçoit de l'extérieur et va les transformer et va donner finalement une orientation à votre pensée, ben, si ce que vous vivez à l'extérieur est influencé d'une mauvaise manière, ben, votre système de pensée sera aussi négatif. Ok? Donc, si on agit sur votre biochimie, sur le système limbique, ok, sur la tonalité, la direction, sur votre filtre hormonal, alors ce que vous voyez à l'extérieur va vous pousser à penser d'une certaine manière. Et c'est ça que je vais mettre en évidence. C'est le fait qu'on va manipuler votre système limbique afin d'influencer votre schéma de pensée. Ok. La biochimie va influencer votre schéma de pensée. Alors, euh, voilà, on va là maintenant passer aux hormones de bonheur en fait, et on va un peu expliquer quelles sont les hormones de bonheur et en quoi est-ce que ces hormones ont un impact finalement sur nos vies. Ok. Euh, la dopamine, c'est la première hormone de bonheur qu'on va voir. Alors la dopamine, elle est responsable de la motivation, du plaisir et de l'addiction. Ok. C'est l'hormone qui est sécrétée lorsque on ressent une euphorie liée à la réussite, à la récompense. Ok. Euh, Ce qui est problématique, je dirais, dans la sécrétion de dopamine,
et qui est comme la sécrétion de pas mal d'hormones de bonheur, on en verra quatre, c'est que lorsque vous rencontrez une situation pour la première fois, vous allez recevoir un pic de dopamine, ok, qui sera assez élevé. Et c'est ce qui va vous exciter, dire ah ouais, ce que j'ai vécu, cette expérience que j'ai vécue, elle est vraiment intéressante, elle m'a procuré ce type de plaisir. Le problème, c'est que ce shoot-là, ce premier pic de plaisir, ben, vous ne le retrouverez plus. Vous ne le retrouverez plus du tout. Et donc c'est un peu ça qui est problématique avec la dopamine, c'est que vous allez toujours rechercher, et c'est pour ça que les gens vont rechercher à faire des choses différentes, et c'est là que les gens tombent dans le schéma justement de l'addiction, parce qu'ils recherchent ce pic qu'ils ne pourront jamais retrouver en fait. Le système dopanergétique est à fond depuis les 12 ans. Le système dopanergétique, c'est dopaminergétique, pardon. Dopaminergique, pardon. C'est ce système-là justement qui sécrète les hormones de bonheur. Et à partir de 12 ans, il est totalement fonctionnel pour le reste de votre vie. Par contre, le lobe frontal, ce qui nous permet d'avoir des décisions réfléchies, il est en construction jusqu'aux 20 ans. Donc ça veut dire que de 12 ans à 20 ans, les personnes et les adolescents sont excessivement vulnérables à tout ce qui est excitation dopaminergique. Ok. Le shoot de dopamine qu'un enfant de 12 à 20 ans ou d'une personne de 12 à 20 ans va vivre aura des impacts beaucoup plus grands que celui qu'une personne de 25 ans vivra, parce que malheureusement, il n'aura pas le lobe frontal suffisamment développé que pour pouvoir réguler justement cette excitation hormonale et pouvoir prendre les bonnes décisions. Ok. C'est la raison pour laquelle les réseaux sociaux, etc., ont pour cible les adolescents et vont rendre addicts énormément les adolescents à cause de ça en fait. Ok. La prochaine hormone du bonheur que l'on va voir, c'est l'endorphine. Alors, l'endorphine sert à réduire la douleur physique. Elle est responsable de l'accoutumance physique. Donc, euh, historiquement parlant, en fait, cette hormone, enfin, on associe cette hormone au fait qu'à l'époque, voilà, les personnes devaient fuir des animaux, etc., pour être, c'était une question de survie. Alors, ils avaient des efforts physiques à faire pour justement euh, survivre, donc fuir un animal ou une menace, et la douleur physique engendre l'effort physique extrême est compensée par la sécrétion d'endorphines afin de pouvoir survivre et d'atteindre une zone de repos. Ok. Et donc c'est ce à quoi sert l'endorphine, à l'accoutumance physique. Plus on fait des exercices physiques, etc., plus votre corps s'y habitue et donc moins vous aurez mal. Le cercle vicieux dans lequel on peut tomber avec l'endorphine, c'est que on repousse les limites sans cesse physiques afin de retrouver ce fameux shoot d'endorphine qui nous avait fait tellement du bien. Ok. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est l'apparition de plus en plus des victimes de l'addiction au sport, ça s'appelle la bigorexie. Ce qui est vraiment intéressant à souligner, c'est que à l'époque, la bigorexie atteignait uniquement les personnes qui étaient des champions olympiques ou des personnes qui faisaient du sport à haut niveau. Pourquoi? Parce qu'il y avait des compétitions, etc. Ils voulaient être les meilleurs et devenir toujours plus forts. Ok. Aujourd'hui, la bigorexie atteint toutes sortes de personnes dans la société. Et la raison est très simple, on peut la corréler très facilement avec l'explosion des réseaux sociaux. C'est que maintenant nous sommes dans une société d'image et pour avoir la forme la plus belle, pour être beau ou belle sur les réseaux sociaux, les gens font du sport. Ils font plus du sport pour avoir une condition physique ou pour pouvoir exécuter quelque chose de physique, physiquement fort ou physiquement grand afin de participer à une compétition. Non. Maintenant, la compétition, elle est devenue sur pixels interposés. La compétition, elle est venue et elle vient maintenant via les likes, via les partages. Ok. Et les gens sont atteints de bigorexie parce qu'ils veulent être les plus beaux, les plus belles sur Instagram ou sur les différents réseaux sociaux afin d'avoir le plus de followers. Les hormones du bonheur, la troisième dont nous allons parler, c'est l'ocytocine. Ok. C'est l'hormone de l'attachement.
C'est l'hormone aussi qui libère la confiance, qui favorise l'attachement et qui nous donne ce sentiment d'appartenance. C'est une hormone vraiment qui est beaucoup en lien avec notre position sociale d'être humain. Ok. Lorsque vous rentrez dans un groupe, etc., lorsque vous êtes accepté dans un groupe, ben, vous recevez un shoot d'ocytocine qui vous permet vraiment de vous sentir bien et c'est ça qui vous procure un bien-être, d'être entouré, d'être accepté. Ok. L'hormone de l'attachement, c'est l'ocytocine est aussi sécrétée lorsque vous avez des sentiments avec une personne, etc. Lorsque vous vous ouvrez à une personne, c'est cette hormone qui est sécrétée, ok? Et ici, le cercle vicieux que l'on peut trouver, c'est que le shoot est tellement fort, que le sentiment d'appartenance peut être tellement fort que euh, même si au sein de ce groupe, vous allez vivre des sévices, donc des humiliations, etc., vous n'arriverez pas à sortir en fait. Parce que le sentiment de satisfaction était tellement fort de rentrer dans le groupe que vous ne voudriez plus partir. C'est ce qui se passe en fait pour les membres de gang. Ok, on favorise un shoot d'ocytocine tel que les membres de gang vont pas sortir de ce gang alors qu'on les viole parfois, alors qu'on leur fait faire des choses horribles, mais quand ils sont rentrés dedans, ok, je reste dedans. C'est la même chose que pour les baptisés dans les universités, etc. Ok, tout ce qu'on leur fait vivre, gueule en terre, etc., ça va provoquer enfin, le fait d'adhérer à ce groupe-là, des baptisés, va provoquer euh, une excitation telle qu'ils seront prêts à endurer n'importe quoi à cause du sentiment d'appartenance. Et donc, j'espère que vous comprenez que en manipulant votre biochimie, on peut vous pousser à accomplir des actes physiques et on peut vous pousser aussi à penser d'une certaine manière. Ok. La dernière hormone du bonheur dont on va parler, c'est la sérotonine, ok? Et cette hormone, elle est sécrétée avec la satisfaction qui naît lorsque on est respecté et on est dominant. Elle naît aussi, elle est sécrétée enfin, elle est sécrétée et nous donne ce sentiment de satisfaction lorsque on est honoré, lorsqu'on a la gloire. Ok? Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a des personnes qui sont prêtes à faire n'importe quoi pour qu'on parle d'elles pour être vues. C'est aussi en lien avec l'exhibitionnisme, le fait d'être vu, être obsédé par la célébrité. En dessous, vous avez Houssine, c'était un participant de la Star Academy, je pense, de la première édition. Et voilà, donc dans toute une histoire, il a parlé du fait qu'il a été obsédé par la célébrité. Et il y a de plus en plus de personnes qui sont obsédées par la célébrité. D'ailleurs, c'est pour ça que vous allez voir de plus en plus de vidéos où on voit des epic fails, etc. Mais en fait, ces personnes sont tellement obsédées par être vues, etc., qu'ils sont prêts à faire n'importe quoi pour être vus. Ok? Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons quand même nous poser des questions. Est-ce que nous participons pas par légèreté ou par superficialité au péché des autres? Est-ce que nous ne participons pas, est-ce que nous ne poussons pas ces personnes à être de plus en plus enfermées dans leur réalité parallèle? Il faut vraiment faire attention à ça. Donc voilà, les gens sont, reçoivent un shoot de sérotonine lorsqu'ils sont honorés, ils sont adulés, ils sont respectés, etc. Et c'est ce shoot-là qui sont provoqués lorsqu'on like aussi les personnes. Il y a de la dopamine qui est sécrétée parce que c'est un sentiment, lorsqu'on like une photo, on a ce sentiment d'avoir réussi quelque chose, d'avoir une gratification sociale. Donc on a des shoots comme ça, des hormones du bonheur. Et c'est ce à quoi les personnes vont être accros. Et c'est ce qui, en fait, ce que les réseaux sociaux vont utiliser afin de tout simplement tenir les personnes et en faire des addicts. Ok? Là, maintenant, on a vu un peu comment fonctionnaient finalement les hormones du bonheur sur notre personne, comment est-ce que elles agissaient sur nos comportements. Et là, maintenant, on va voir un peu comment les réseaux sociaux les utilisent à nos dépens et comment eux-mêmes fonctionnent. Ok? Alors, pour Facebook, le serpent a plusieurs têtes. Ok? Donc, Facebook est une entreprise internationale avec d'énormes ramifications. Facebook à racheter WhatsApp, à racheter Instagram, etc. Donc ils sont présents un peu partout et c'est eux qui ont vraiment été les premiers à populariser les réseaux sociaux comme on connaît maintenant.
Ok, ils ont amené une nouvelle génération. Hein. À l'époque, dans les années 90, et début des années 2000, etc., il y avait d'autres réseaux sociaux. Ok, Caramel, MSN, etc. Mais Facebook a amené à un nouveau stade l'ère du réseau social. Ok. Alors les objectifs de Facebook, c'est qu'en fait, ils veulent que vous passiez un maximum de temps tout en likant un maximum de contenu. Pourquoi? Parce que leur valorisation boursière est faite via la monétisation de vos données personnelles. Ok, sur Facebook, vous êtes le produit à vendre. C'est pour ça que vous êtes gratuit. Gratuitement, vous vous inscrivez. Gratuitement, vous mettez du contenu sur leur plateforme, mais vous êtes les personnes à vendre. Ok? Plus on consulte Facebook, plus ils collectent des données et plus ils gagnent de l'argent parce qu'ils peuvent vendre ces données à des publicitaires. Ok? Vous êtes le produit. Alors, Facebook est basé sur l'interaction à la base des sociétés qui est l'amitié. Ok? Dale Carnegie, c'est un écrivain, un conférencier américain qui a proposé une méthode de développement personnel adaptée au monde de l'entreprise qui porte aujourd'hui son nom. Ok? C'est quelqu'un qui est éminemment reconnu. Ok? Il a été à la base de pas mal de choses au niveau du développement personnel et il a aussi écrit un livre qui s'appelle How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Ok. Et donc, dans ce livre, en fait, il explique comment est-ce qu'on peut gagner des amis et avoir de l'influence sur les gens. Il a réfléchi, etc. Il s'est posé des questions, il s'est dit, OK, comment est-ce qu'on peut avoir des amis et avoir de l'influence sur les gens. Mais pas avoir des amis, une amitié réciproque, mais plutôt gagner des amis. Donc que ces personnes soient vos amis, mais vous n'êtes pas obligé d'être leurs amis, en fait. Et donc, il a dit que pour ce faire, pour avoir des amis, il faut pouvoir sourire, il faut pouvoir écouter, il faut pouvoir être intéressé, il faut pouvoir donner l'impression que l'autre est important. Ok? Donc être ami, c'est avant tout montrer que l'on est ami. Voilà comment on gagne des amis. En montrant qu'on est ami, en fait. Donc c'est vraiment une recette de fausseté, en fait, d'hypocrisie. Mais si vous regardez bien, c'est ce qu'on applique sur Facebook. Ok? C'est ce qu'on applique sur Facebook. On fait, en fait, pour avoir des amis, il faut montrer qu'on est amis. Ok? C'est un peu le principe de like et je like, commente et je te note sur 10, etc., etc. Je montre que je suis ami, ok? Je vais liker une photo, pas parce que j'aime la photo, mais pour que la personne croit que j'aime. Je vais commenter, je vais dire waouh, gars, t'es trop frais, meuf, t'es hyper fraîche, etc. Pas parce que j'aime vraiment la personne, mais pour que la personne en retour puisse, elle, liker, commenter mes choses. Ok? Donc c'est extrêmement important. Et on l'a mis aussi en évidence dans Facebook. Facebook, donc, il fonctionne sur le principe de l'amitié. C'est un principe vraiment universel et il fonctionne aussi sur le principe de la réciprocité. Donc tu likes les personnes qui te likent car ton cerveau raffole des interactions sociales. Il faut savoir que ton cerveau en fait analyse le fait que quelqu'un like tes photos, que quelqu'un te tag, etc. comme une interaction sociale. Et comme tu es un être social et que ton cerveau raffole d'interactions sociales, mais ça va lui procurer du plaisir de recevoir des likes, des commentaires, etc. Ok. Euh, Plus quelqu'un va liker tes choses, plus tu auras tendance à liker aussi ces choses. C'est le principe de réciprocité. Il y a une boucle de rétroaction sociale qui se crée justement parce que tu vas liker, tu vas partager et tu vas commenter. Les gens vont liker, ils vont partager. Donc toi, ça va te pousser à liker et partager et tu vas donc être actif sur les réseaux sociaux, sur Facebook et ils vont gagner de l'argent parce que tu partages tes données. Ok? Partager du contenu va te donner du plaisir. Même si tu ne likes personne, même si tu likes pas et tu ne commentes rien, le simple fait que tu partages quelque chose sur les réseaux sociaux, que tu mettes un statut, etc., ton cerveau va l'analyser comme une interaction sociale et il sera heureux. Ok? Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que Facebook est devenu ce qu'on dirait le laboratoire à ciel ouvert ou à écran fermé. Et donc, ils fonctionnent sur un principe qui a été mis en évidence par Charles Darwin. Ok. Charles Darwin qui est né le 12 février 1809 à Shrewsbury, dans le Shropshire.
donc ça c'est, excusez-moi, est mort le 19 avril 1882 à Down, dans le Kent. Il est naturaliste et paléontologue, c'était un Anglais, et dont les travaux de l'évolution des espèces vivantes ont révolutionné la biologie avec son ouvrage L'origine des espèces, paru en 1859. Ça, vous le savez, la théorie de l'évolution a été donc inauguré par ce cher Charles. Mais ce cher Charles aussi avait mis en évidence quelque chose. Il avait dit qu'il y avait 6 émotions universelles. Ok, la joie, la tristesse, la peur, la surprise, le dégoût et la colère. Et si vous avez ces 6 émotions universelles, ben vous avez toutes les informations qu'il vous faut pour caractériser une personne en fait. Et les emojis sont donc des émotions. Et ce que Facebook a fait pour pouvoir avoir de plus en plus d'informations sur vous, sur nous, et ben ils ont mis en place différents emojis afin d'avoir vraiment des caractéristiques beaucoup plus profondes sur les personnes. Ok. Et donc c'est ce que c'est là où on en est arrivé. Et Facebook a fait une expérience en fait et ils ont publié du contenu négatif sur 1000 profils. Ok. Et ils se sont rendus compte que lorsqu'on publiait des contenus négatifs sur les profils, les personnes avaient tendance à elles-mêmes publier à leur tour du contenu négatif. Donc, ils ont pu prouver qu'ils pouvaient influencer la publication des personnes en eux-mêmes choisissant le contenu qu'ils allaient mettre sur leur profil. Ok. Et donc, quand Facebook a fait ça, ils ont dit, OK, aux publicitaires, nous sommes capables d'influencer nos utilisateurs par du contenu. Si vous voulez que vos entreprises, etc., fleurissent, payez-nous et nous, on peut vous garantir qu'on a un pouvoir d'influence sur ces personnes. Donc voilà comment ça s'est passé et voilà ce qui fait de Facebook un laboratoire. Ok. Et nous sommes dans ce laboratoire des rats de laboratoire. Ils font énormément de tests pour voir comment les gens interagissent, comment les gens fonctionnent, ce que les gens aiment, etc. pour nous manipuler à des fins mercantiles. Donc voilà. Nous allons discuter dans la prochaine étape de Twitter, ok, et des différents réseaux, d'autres réseaux sociaux, pour vraiment mettre en évidence comment ils fonctionnent. Donc voilà, affaire à suivre. Bye.